À la fois, il y a un senior, 55%, donc un senior sur deux en France qui fait face à des difficultés financières tous les mois. Et dans le même temps, tu as 70% des seniors qui sont propriétaires de leur logement. Donc tu as des gens qui sont en difficulté et qui pour autant ont une richesse immobilisée, c'est leur patrimoine immobilier. Eh bien, il n'y a pas de solution qui convienne à un grand nombre. Ce qui manque, c'est une solution où tu peux finalement monétiser partiellement. C'est ce qu'on propose avec Merci Prosper. Victor Perazzi, bonjour. Bonjour Yannick. Bienvenue sur la chaîne Messangel. Alors, j'ai vu sur les réseaux, tu es l'aventurier du bien vieillir, en tout cas j'ai pu lire ça. Alors, est-ce que déjà tu pourrais te présenter ? Avec plaisir, je m'appelle Victor Perazzi, j'ai 37 ans, j'habite à Aix-en-Provence et ça fait une quinzaine d'années que je travaille au service des personnes âgées dans différentes activités. J'avais commencé comme directeur de maison de retraite, j'avais été un des plus jeunes directeurs de maison de retraite de France. Ça faisait un peu marrer mes copains, mais moi j'adorais ça et j'adorais cette idée de pouvoir accompagner les personnes âgées dans une phase avancée de leur vie, un moment où elles sont fragiles et où il y avait énormément de choses à faire pour elles. Voilà. Et puis de fil en aiguille, j'ai creusé sur un métier. J'ai inventé, on va dire, un métier à travers une activité de coordination de vie à domicile. On pourra en parler. Et puis, voilà, mon parcours m'a amené à maintenant traiter des sujets d'autonomie, toujours pour les seniors, mais l'autonomie financière au sein d'une boîte qui s'appelle Merci Prosper, qui propose un service pour redonner du pouvoir d'achat aux seniors qui sont propriétaires de leur logement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Merci Prosper, un petit peu comment l'idée est peut-être née et à qui ça s'adresse ? Merci Prosper, c'est une idée qui est partie d'un constat, d'une aberration. À la fois, il y a un senior, 55%, donc un senior sur deux en France qui fait face à des difficultés financières tous les mois. Et dans le même temps, tu as 70% des seniors qui sont propriétaires de leur logement. Donc tu as des gens qui sont en difficulté et qui pour autant ont une richesse immobilisée, c'est leur patrimoine immobilier. Eh bien, il n'y a pas de solution qui convienne à un grand nombre pour faire face à ces solutions. Il existe le viager, mais c'est une solution quand même assez radicale. Tu vends toute ta maison, tu n'es plus propriétaire, tu te retrouves avec une grosse somme d'argent, tu ne peux pas transmettre, ça ne convient pas à tout le monde. Il y a des solutions de crédit ou de prêt viager hypothécaire. Pareil, tu n'as pas forcément envie de t'endetter ou d'avoir une hypothèque sur ta maison. Tu n'as pas forcément envie de vendre ta maison parce que tu es bien chez toi. Et donc, ce qui manque, c'est une solution où tu peux finalement monétiser partiellement. C'est ce qu'on propose avec Merci Prosper. On propose aux gens de vendre 10, 15, 20% des parts de propriété de leur maison, de continuer de l'habiter à 100%, mais de toucher tout de suite de l'argent disponible pour payer ce qui permet de bien vivre, permet de bien manger, de créer des liens, de se soigner, de transmettre à ses enfants, etc. De payer des services d'aide à domicile ou de payer un voyage en famille. Voilà. Et tout ça, c'est donc un modèle qui est nouveau, qui est un contrat juridique signé devant notaire, qui est parfaitement encadré, parfaitement sécurisé et qui se développe depuis quelques années en Europe et qu'on lance en France avec Merci Prosper. J'ai cru comprendre qu'on pouvait soit recevoir une grosse somme d'argent ou alors une mensualité, c'est ça ? Exactement. Le fruit de cette vente partielle de ta maison ou de ton appartement, tu peux le toucher en une fois ou mensuellement, effectivement, et ce qui permet de contrer des besoins de, une retraite qui est plus faible après le passage à la retraite, des revenus plus faibles après le passage à la retraite, ou des frais qui augmentent avec des services à domicile qui s'additionnent, ou par exemple un couple dont le monsieur reste à domicile mais la dame va en établissement, il faut multiplier les frais, et donc c'est des cas d'usage sur lesquels on peut intervenir, mais ça peut être solder un crédit, ça peut être anticiper une transmission, etc. Avec ton expérience, évidemment, tu as été directeur d'un EHPAD. J'ai vu aussi, alors on connaît tous le principe de famille d'accueil, mais moi je ne connaissais pas ce que tu appelles l'accueil familial. Est-ce que tu peux nous en parler, puis peut-être d'autres solutions comme ça pour que les gens sachent un petit peu tous les possibles. Alors peut-être pas tout, mais c'est vrai qu'on est souvent un peu ignorant de tout ce qu'on peut faire dans ce temps-là. Et c'est vrai que tous, soit on pense aux maisons de retraite, soit aux EHPAD, mais on est un petit peu limité dans notre connaissance. Ouais. Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu par rapport à ça ? Oui, avec plaisir. C'est vrai qu'on pense souvent vie à domicile ou maison de retraite. Et c'est vrai qu'entre les deux, il y a un grand nombre de solutions. En fait, il y en a de plus en plus. Pendant longtemps, mon job, ça a été de les connaître, de les recommander éventuellement. Donc, tu parlais de l'accueil familial, c'est un dispositif qui est finalement assez ancien,
qui consiste pour une personne qui, admettons, a 40 ans, ancien aide-soignant ou pas, d'accueillir chez lui 1 à 3 personnes âgées et H24 toute l'année. Donc, cette personne, elle peut être aidée bien sûr après d'infirmiers, d'aide à domicile pour tout ce qui va être soins éventuels, mais elle va accueillir donc ces personnes qui seront logées, nourries, blanchies dans ce petit cocon familial. C'est un dispositif ancien qui était géré par les départements. Il y a des boîtes qui aujourd'hui essayent de le démocratiser. Une qui s'appelle Monseigneur, qui est super, qui a commencé à Lyon et qui développe maintenant des petits hameaux avec 3 maisons de familles d'accueil. Ce qui est intéressant, c'est que les familles d'accueil peuvent aussi se suppléer quand il y en a une qui part en vacances, etc. Et donc ils sont vraiment en train de démocratiser ce système qui est une alternative aux EHPAD parce qu'elle permet d'accueillir des niveaux de dépendance assez forts. Parce qu'il y a d'autres alternatives, mais pour lesquelles le niveau de dépendance qu'on peut accueillir est moins important et donc qui ne reprend pas vraiment une alternative quand on a besoin de surveillance accrue, de soins assez réguliers ou d'aide pour la vie quotidienne. Dans les autres solutions que tu as, les résidences-services seniors qui sont comme un EHPAD, mais pour des personnes, on va dire, plus jeunes, moins dépendantes. Ça ressemblerait plus à un club med pour seniors, avec la capacité quand même d'accueillir la dépendance au fur et à mesure qu'elle se présente avec des aides à domicile qui peuvent intervenir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les habitats partagés. Il y a des colocations de seniors qui se montent. En général, 6 à 8 habitants. Il y a des boîtes comme Domani, Cette Famille, à l'envie qui développent des maisons comme ça. Je pense que ça a un bel avenir devant soi. Parce que donc c'est pas forcément des gens qui se regroupent, des particuliers, ça peut être encadré par une structure. Exactement. En fait, je pense que c'est né d'une idée du particulier qui dit nous on va habiter ensemble, mon Roger. Et en réalité, c'est pas si évident à organiser parce que Roger et Jacques, ils n'arrivent pas forcément au même moment sur cette envie de cohabiter. Il y en a peut-être pas les mêmes besoins de soins, tout ça. Tout à fait, ils n'habitent pas forcément au même endroit, etc. Ça peut exister, mais donc il y a des maisons qui sont organisées justement pour accueillir des cohabitants. Donc en fait, c'est un lieu de vie qui est beaucoup plus petit qu'une maison de retraite. Il y a souvent une personne ou plusieurs qui se relaient pour, on va dire, faire une sorte de conciergerie, accueil, animation peut-être faire les courses de la maison, ça, exactement, intendant, ça aurait plus une sorte de gouvernant intendant. Et puis s'assurer que tout va bien aussi. Exactement, voilà, c'est ça. Et puis donc bien sûr, il y a des activités qui sont proposées, mais souvent il y a une vraie autonomie des gens dans l'organisation de leur journée, des programmes, de comment ils règlent les règles de vie ensemble, les projets peut-être qu'ils peuvent avoir puis peut-être une complémentarité entre certains qui aiment faire à manger, d'autres faire du bricolage. Exactement, tout à fait. Il y a même des maisons qui commencent à se spécialiser dans l'accompagnement des maladies d'Alzheimer, parce que c'est un vrai enjeu en fait. La maladie d'Alzheimer, c'est quand même une maladie qui est très difficile parce que elle rend la personne qui est victime de cette maladie très peu autonome sur son organisation. Elle va être capable de faire tout un tas de choses comme tout le monde, mais prévoir ce qu'elle va manger, prévoir ses soins, prévoir son planning, prévoir les visites. Et plus ça va, plus cette personne peut se retrouver perdue et donc a besoin qu'on soit là autour d'elle pour la guider. C'est difficile de le faire à domicile longtemps. Et donc on est parfois obligé de trouver des solutions alternatives. Dans les établissements, maisons de retraite, EHPAD, c'est la même chose. Il y a des unités spécialisées Alzheimer qui accueillent les personnes dans un stade assez avancé. Ces maisons-là, pour certaines, se spécialisent dans cet accompagnement. Et ce qui est intéressant, c'est que limite que ce soit dans le cadre des unités Alzheimer ou dans ces maisons, c'est que c'est des environnements petits, cocooning, et qui favorisent les repères pour des gens qui les perdent au quotidien. Donc ça, c'est important. Et puis avec des activités, des plannings qui sont adaptés aux possibilités, puis aussi à la prévention, parce que on a des activités de mémoire, par exemple, des jeux de mémoire, mais des activités physiques, des activités artistiques, et puis des choses qui vont aller aider la personne à exprimer ce qu'elle ressent. Parfois, c'est pas facile quand tu as une maladie d'Alzheimer d'exprimer ce que tu ressens, tu es toi-même un peu perdu et tu sais pas... Et puis tu sais de moins en moins qui tu es, quoi. Donc c'est une violence folle, quoi. Ça peut aller jusque-là et c'est effectivement c'est difficile. C'est aussi difficile pour l'entourage qui petit à petit reconnaît plus en même temps qu'il n'est plus reconnu par son proche.
Donc c'est compliqué. Là, les professionnels font un job assez incroyable, justement dans l'accompagnement et dans la médiation quelque part qu'il peut y avoir aussi entre la personne atteinte de maladie d'Alzheimer et ses proches. J'ai pu voir sur les réseaux, tu portes un regard très tendre sur les personnes âgées. D'où te vient cette envie, puis presque ce combat pour qu'on change un peu notre regard sur la vieillesse? Ça devient d'où ça? Écoute, j'ai pas d'historique très spécifique à raconter. Ce que je sais, c'est que j'ai un super contact avec les personnes âgées, que j'aime être avec elles, discuter avec elles, j'aime ce qu'elles peuvent nous transmettre et également ce qu'on est capable, nous, de leur transmettre. Et donc, il y a des échanges hyper intéressants qui peuvent se faire. Et puis, l'idée première, en fait, de travailler pour les personnes âgées, c'était quand j'étais au lycée, qu'un prof d'histoire nous parlait de démographie, baby boom, papy boom à venir. Et à l'époque où on se pose un peu la question de qu'est-ce qu'on va faire dans la vie, je me suis dit tiens, il y a un truc intéressant entre un sujet qui me parle, une cause qui a à défendre, parce que s'il y a de plus en plus de personnes âgées qui arrivent, déjà que les solutions à l'époque, les maisons de retraite n'avaient déjà pas une super image, je me suis dit il y a sûrement des choses à faire. Alors à la base, j'avais imaginé être animateur en EHPAD, et puis de fil en aiguille, je me suis rendu compte que j'aurais plus d'impact en étant directeur. Et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai entrepris des études pour ça. Et ça m'a amené là aujourd'hui et j'en suis ravi parce que je n'ai toujours pas quitté cet univers et dans lequel je me plais. Alors, si mes calculs sont bons, dans 28 ans, tu auras 65 ans. Okay. Comment tu te vois vieillir? C'est une bonne question. Je me vois vieillir en famille. J'ai 2 enfants là, qui ont 7 et 5. Je me vois bien vieillir, pas trop loin d'eux, alors ils auront leur vie, mais voilà, avec ma femme, mes enfants, mes frères et sœurs, je me vois vieillir, j'espère, en bonne santé physique, mentale. C'est important, j'essaye de le préparer aujourd'hui. Mais c'est vrai que, tu vois, dans toute cette histoire de l'aventurier du bien vieillir, alors le terme, il vaut ce qu'il vaut. Je le vois plutôt comme une question de... Enfin, j'aborde plutôt le prisme par le grand âge, dans un premier temps. Et petit à petit, je tire un petit peu les ficelles sur la prévention. Mais ma logique, c'est pas tant de se dire comment on fait à 30 ans pour devenir un bon vieux. C'est plutôt de se dire comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut aider ceux qui sont dans le grand âge à mieux vivre. Et puis effectivement, en tirant un peu le fil, comment on fait pour arriver dans ce grand âge sans être dépendant physiquement, surtout dépendant des autres. Et donc comment on peut rester vraiment autonome. Donc, moi, j'aimerais vieillir autonome, j'aimerais vieillir libre. Et ça, pour le coup, ça s'anticipe et ça se prépare. Et donc ça c'est un vrai challenge. Donc tu parles du sujet de l'autonomie, c'est vrai que sur Messenger, on y est sensible. Est-ce que tu as une définition, toi, particulière sur cette notion d'autonomie pour les personnes âgées? Oui, alors c'est pas une définition scientifique ou technique, mais j'ai vraiment côtoyé dans ma carrière professionnelle la dépendance. La dépendance physique, c'est quand tu as besoin de quelqu'un pour t'aider à faire quelque chose que tu ne peux pas faire tout seul. Tu vas dépendre d'un aide-soignant pour te laver le dos ou de quelqu'un pour t'attacher les chaussures, etc. Pour autant, tu peux être complètement autonome. Et autonome, c'est décider qu'à ce moment-là, tu n'as pas envie qu'on te lave le dos ou au contraire que tu aimerais bien qu'on t'aide à mettre tes chaussures pour aller te balader. Et plus largement, décider où tu veux vivre, décider de ce que tu peux... ce que tu veux faire de ta vie, si on tire le trait, décider de ce que tu peux te payer pour pouvoir bien manger, pour pouvoir prendre soin de toi, pour pouvoir créer des liens, prendre soin de sa famille. C'est ce qu'on développe nous aujourd'hui avec cette notion d'autonomie financière, être capable de mobiliser de son patrimoine, ce qui nous permet finalement d'être libre de nos choix. Donc plus globalement, je fais un vrai lien entre autonomie et liberté. Et c'est vraiment ce qui drive pour moi cet enjeu du vieillissement. Un, de comment on va aborder son propre vieillissement et de deux, comment on va voir celui des autres. Et en fait, c'est toujours ces 2 choses-là. Comment est-ce que, en t'adressant à quelqu'un, d'ailleurs âgé ou pas, ça peut valoir pour un enfant, pour une personne en situation de handicap, pour quelqu'un qui se trouve... voilà. Et donc, comment tu te comportes vis-à-vis de ces personnes sans emprise, sans essayer de prendre le contrôle, sans essayer de dicter ce que toi tu voudrais pour elle ou ce que tu penses bon. Et donc ça amène tout un tas de sujets, mais pour la personne, donc c'est laisser à la personne sa liberté et en tant que personne, s'assumer comme avoir du pouvoir sur sa vie. Et c'est ça l'autonomie. Quand bien même on peut par ailleurs effectivement avoir des problématiques physiques qui nous contraignent à être dépendant de quelqu'un, dépendant d'un objet, dépendant d'un fauteuil roulant, mais en restant autonome de choisir ce qu'on veut.
À partir de quel âge tu considères qu'on peut commencer à préparer ce temps-là, enfin anticiper ce temps-là pour être plus près le moment où on en aura besoin en fait? J'ai envie de dire, dès maintenant, en fait, c'est plus une attitude de vie, de comportement qui nous amène à demain être plus en forme. Plus en forme t'aide à être plus autonome. Ceci étant, c'est aussi un mindset dès aujourd'hui de se dire bah ouais, moi je choisis ma vie et tout en respectant bien sûr les intérêts et les libertés des autres, bah, de se dire bah voilà, moi voilà ce que je veux pour moi. Ça peut être arriver à un certain moment, en fonction de ce qu'on veut anticiper, bah de l'anticiper. Il y a des sujets que vous traitez chez Messenger, de traiter de l'après-vie. Qu'est-ce que je vais laisser à mon entourage, comment les choses vont s'organiser pour moi. Mais plutôt, ça va être comment je vais faire quand je vais arriver à la retraite, et donc voilà, anticiper les choses. Mais c'est pas une grande nouvelle que je dis, mais pour moi, c'est plus une attitude de vie du quotidien qui permet de à la fois rester en forme physique, ça c'est bien vieillir, on va dire, physiquement, mentalement, moralement, mais aussi être dans un état d'esprit de participer à ses propres choix. Tu dis c'est pas une grande nouvelle et pour autant j'ai l'impression que les gens préparent pas forcément grand chose. Est-ce que toi, tu as pu voir justement dans les EHPAD ou les différents endroits que tu as gérés, que les gens préparaient ou alors au contraire étaient un petit peu pris au dépourvu face à certaines situations, quoi? C'est assez variable et en fait, on n'est jamais prêt à tout. En fait, on n'est jamais préparé à tout, je veux dire. Et donc, on se retrouve toujours quelque part face à une situation de devoir improviser ou s'adapter. Je parlais tout à l'heure d'un état d'esprit. En fait, il y a des gens qui sont tout à fait capables de s'adapter à plein de situations. Et quelque part, la génération qui a aujourd'hui 80 ans, c'est une génération qui s'est adaptée à des milliers de choses. Ils ont connu des milliers d'innovations. Ils ont connu, pour certains, des guerres, des changements démographiques. Ils ont connu des changements technologiques hyper importants. Ils se sont toujours adaptés. Et on voit beaucoup de gens qui s'adaptent. Là où la préparation est importante, c'est quand, au moment où le changement intervient, si on n'est pas capable de décider seul pour soi-même, si on n'est pas capable de bien prendre la mesure de tout, c'est bien d'avoir pu anticiper des choses avant. Par exemple, avoir écrit des directives anticipées, puisque tu parlais d'EHPAD, ou si on parle de santé, pouvoir écrire ça. Dans le cadre de transmission, pouvoir faire peut-être un mandat de protection future, un testament, ou autre démarche qui permettent d'anticiper les choses. Soit parce qu'on n'est plus là, soit parce qu'on a des difficultés cognitives. Pour le reste, on ne peut pas tout prévoir et l'adaptation, moi j'ai vu des gens s'adapter formidablement bien à l'entrée en établissement, alors même quand même elle n'était pas choisie forcément à ce moment-là, mais c'était peut-être une nécessité d'accompagnement et de prise en charge et les gens s'adaptent. Il y a aussi des gens qui font moins bien face à ça. C'est aussi peut-être une histoire de tempérament. Et en fait, ça, je reviens un peu à cette idée. Mais l'âge, c'est pas toujours un... Il y a des jeunes... des jeunes qui anticipent, des jeunes qui n'anticipent pas, des jeunes qui sont organisés, des jeunes qui ne le sont pas, des jeunes qui sont créatifs et d'autres qui ont besoin de tout écrire à l'avance, d'autres qui... Et c'est pareil pour les vieux. Et donc en fait, ça ne change pas. La seule chose qui peut altérer un petit peu et rendre complexe certaines choses, c'est quand le moment venu du changement dont je parlais, on n'est plus là, soit parce qu'on est décédé, soit parce qu'on est dans une situation où on ne peut plus exprimer son point de vue. Et donc c'est là que c'est bien pour soi d'anticiper. Ça peut être aussi l'anticipation dans des démarches plus patrimoniales, financières, parce que c'est pas au moment où la dépense se présente qu'on doit réagir, idéalement si on peut anticiper, mais comme pour plein de choses, comme pour préparer les études de ses enfants, préparer son arrivée à sa retraite, préparer la transmission, etc. Est-ce que tu aurais, je sais pas, une belle histoire à nous conter qui t'a marqué dans toute ton expérience professionnelle? J'en ai une qui me vient tout de suite particulièrement. Et c'était peut-être une des premières fois que j'étais confronté à la mort en établissement, enfin même presque de ma vie, mais en EHPAD. En tout cas, j'accompagnais un monsieur, j'étais stagiaire, donc c'était au Puy-en-Velay, j'accompagnais un monsieur qui avait 98 ans. Et je l'avais connu dans les premiers mois de stage et il allait assez bien. Et puis, il y a un moment où il allait un peu moins bien, mais ça allait. Et puis je discutais avec lui et j'étais dans sa chambre, à son bureau, et on parlait. Et puis, il a eu il a abordé le sujet de la mort. Alors moi, ça m'a fait un peu bizarre. Et il me dit, mais tu sais, moi, j'ai pas peur de mourir. Ah, j'ai pas envie, hein. Moi, j'ai pas peur. J'ai fait ma vie. Je suis prêt. Et il dit, j'ai, je crois, 7 ou 8 enfants.
Lui, il était boucher. Tous ses enfants étaient dans le boucher ou dans l'élevage. J'ai transmis. Et franchement, tout ce que j'avais à faire, je l'ai fait. Je suis très serein pour le fait de partir. Mais j'ai pas envie, hein, parce que c'est quand même bien cette vie et ces moments avec ma famille. Et ben en fait, quelque part, c'était une inspiration en me disant, ouais, on peut effectivement être à la fois dans cet apaisement, de te dire que la mort à venir, à 98 ans, quand tu te dis que c'est dans pas très longtemps, mais quand tu peux arriver à te le dire sans être dans le côté vivement que je parte, parce que je l'ai entendu parfois, bien sûr. ou j'ai trop peur que ça arrive, mais d'être sur cette petite ligne de crête un peu apaisée, voilà, ça c'était une belle histoire et j'y repense souvent à ce monsieur. Ouais. Bon, je pense que ça sera un joli mot pour la fin. Et puis, ouais, c'est vraiment ce qu'on peut souhaiter peut-être aux gens, c'est de trouver cette quiétude-là Ouais. entre la réalité d'un jour on va partir et puis, mais par contre, j'ai très très envie de vivre. Avec tout ce qu'il y a d'accomplissement, de choses qu'on doit faire tant qu'on a envie de le faire. Je crois que c'est un des enseignements de ce monsieur, c'est qu'il avait fait beaucoup de ce qu'il avait envie de faire. Il avait eu le temps de le faire à 98 ans. Donc c'est peut-être une chose aussi, c'est de peut-être pas trop regretter de faire des choses qu'on a envie. Je le dis du haut de mes 37 ans sans leçon à donner à personne, mais pour le coup à moi-même et t'évoquer tes enfants, ça me fait penser aux miens et en fait c'est vrai que c'est des moments qu'il faut pas rater et espérons un jour être comme ce monsieur. Est-ce que peut-être pour terminer, tu aurais comment on peut se rendre sur Merci Prosper par le site internet? Oui, Merci Prosper, le site internet c'est www.merciprosper.com. On a un numéro de téléphone si les gens veulent nous appeler pour comprendre un peu plus, on n'a pas trop abordé dans le détail mais c'était pas l'enjeu. 01 87 66 37 10 et on répond, nos bureaux ils sont juste là et on sera ravis de partager et de parler de cette innovation qu'on propose mais qui est basée encore une fois sur des choses qui sont très solides, inscrites dans le code civil depuis longtemps, signées devant notaire, etc. Et bien sûr les gens vont avoir envie de se projeter sur tiens c'est une nouvelle manière de financer des choses que je ne pouvais pas faire avant, j'ai plus de 65 ans, je suis propriétaire, c'est peut-être une nouvelle opportunité pour moi, donc appelez-nous bien sûr avec plaisir, visitez notre site et puis vous pourrez tester, vérifier votre éligibilité, faire votre simulation, voir combien de votre maison qui vaut tant vous pourrez l'immobiliser, soit tout de suite, soit en mensuel. N'hésitez pas. Merci Victor. Merci à toi Yannick.